Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation bouquin. Ça faisait un petit bout de temps, mais là je suis tombée sur un livre qui m'a plu. Pourquoi? Il m'a attiré, c'est simple, il a été écrit par J.K. Rowling et j'ai adoré sa saga Harry Potter. Donc j'ai eu la curiosité de découvrir ce nouveau petit livre. Et donc le nouveau petit livre n'est autre que Licabog de J.K. Rowling. En termes de présentation, là c'est la grande version illustrée à 35 € que vous pourrez retrouver du côté de chez Gallimard Jeunesse. Donc il a une housse puisque, hop, si vous le retirez, vous avez la présentation du livre qui est ainsi. Le bouquin en lui-même, il fait, hop, 400 pages, hein, donc il y a de quoi lire. Mais si vous voulez, régulièrement, vous vous retrouvez avec une page de lecture et une page d'illustration. Tout au début, J.K. Rowling nous explique qu'elle a commencé à raconter l'histoire sur son site, histoire d'alimenter au fur et à mesure son site internet. Et donc, elle a proposé à des enfants d'illustrer le conte de Licabog. Et on se retrouve dans la version illustrée, donc souvent avec des dessins d'enfants qui parlent de l'événement qui est raconté juste à côté. Les chapitres en soi, pareil, ont une petite illustration et une page comme ça qui définit. Donc voilà, sur 400 pages, en fin de compte, on se retrouve à lire, je dirais, 150 pages rapidement. Et encore, l'écriture est quand même pas mal grande. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, les écritures sont très grandes, ça se lit assez rapidement. Pour ce qu'il en est, donc, quelle est l'histoire de ce bouquin avant de vous raconter réellement ce qui se passe à l'intérieur? J.K. Rowling, comme je vous l'ai dit, racontait cette histoire-là à ses enfants avant de se coucher pendant qu'elle écrivait en parallèle Harry Potter. Quand la saga s'est terminée, elle a voulu faire une petite pause, donc Licabog et toute son histoire sont montées au grenier et elle les a laissés là quelques années jusqu'à redescendre le carton du grenier et raconter l'histoire au fur et à mesure sur son site qui a beaucoup plu et elle s'est dit qu'il était temps de terminer ce conte-là. Comme elle le dit tout au début dans sa préface, elle l'a raconté sous forme de conte et je pense que le fait d'avoir lu la préface ainsi m'a quand même pas mal orientée sur la façon de penser l'histoire. À savoir que l'histoire donc va mettre en valeur un pays qui s'appelle la Cornucopia et qui est dirigé par un jeune roi qui vient d'accéder au trône qui se fait nommer au moment de son couronnement Fred Sans Effroi. Fred Sans Effroi a un grand ministre qui l'épaule et deux amis qui l'accompagnent toujours, deux lords, Lord Flapoon et Lord Crashinet. Son royaume est extrêmement prospère, le royaume est divisé en plusieurs grandes villes, la capitale principale s'appelle Chouville, qui donc à l'intérieur il y a le château, et autour du château une ville s'est créée qui s'appelle donc la Cité dans la Cité, puisque la Cité dans la Cité se trouve au centre de Chouville. D'autres cités sont développées dans le royaume de Cornucopia et chaque cité a ses avantages. Il y en a une qui est bonne pour son vin, qui est le plus exceptionnel du monde entier, l'autre pour ses pâtisseries qui sont les meilleures qu'on puisse trouver, une autre pour son fromage qui est le plus délicieux du monde et la dernière pour tout ce qui est charcuterie. Tout en haut du royaume se trouve une zone un petit peu décrépie et haute qu'on nomme les marécages. À l'intérieur vivent des gens qui s'appellent les marécageux et qui ont du mal à survivre vu que la terre n'est pas très bonne, leurs moutons n'ont pas le temps de paître et de se développer et donc tout y est un peu crasseux, poisseux et un petit peu triste on va dire. Donc voilà pour le résumé. Tout au nord de ce pays-là est née la légende de Licabog, c'est-à-dire que les marécageux ont souvent tendance à perdre des gens ou des moutons et autres, et lorsqu'ils disparaissent au sein du marécage, ils disent qu'ils sont dévorés par une créature légendaire et monstrueuse qui n'est autre que Licabog, qui attire donc toutes les créatures un peu perdues grâce à ses grands yeux qui ont des formes de lumière dans les brouillards du marécage pour les dévorer. La légende s'est répandue petit à petit tout au long du pays de Cornucopia jusqu'à la cité dans la cité, donc au sein de Chouville. Mais ça reste une légende, un conte qu'on raconte aux enfants comme la très grande légende du croque-mitaine ou autre pour dire aux enfants ne fais pas de bêtises, sinon le méchant Licabog viendra te dévorer.
Donc jusqu'ici, bien qu'on raconte les histoires et choses comme ça reste une légende, le pays est prospère, tout le monde aime son jeune roi qui vient d'arriver au pouvoir, à chaque fois qu'il sort du palais pour partir chasser, donc 5 fois par semaine, avec ses deux compagnons, ses deux lords, il est acclamé par toute la ville, applaudi, on sort les bannières, etc. On lui fait une fête pas possible, à tel point qu'il se sent aimé et chéri et qu'il adore cette sensation-là. L'histoire va se dérouler donc autour de 3 groupes, le roi et ses 2 lords, la famille d'Oiselle qui comporte donc un charpentier au service du roi, la plus haute couturière au service du roi et une jeune fille qui s'appelle Daisy qui est leur enfant unique, et la famille Bémiche, dont la mère est la haute pâtissière du roi, le père est le haut capitaine du roi et ils ont un fils unique qui s'appelle Berthe. L'histoire va être principalement autour de ces 3 personnages, et ce qui va déclencher la légende de l'Ikabog et du monstre horrible qui se répand à travers la cornucopia et qui tue toute personne qui ne croirait pas en lui, va démarrer avec ces 3 familles-là. Le roi, bien qu'accompagné donc de ces 2 lords qui sont très heureux d'être à son service parce qu'ils ont foyer, nourriture et argent à volonté grâce à lui, ont tendance à toujours lui faire des compliments, à lui dire que c'est le meilleur, etc. Et quand quelque chose les dérange, à essayer de manipuler en quelque sorte notre jeune roi pour obtenir un petit peu ce qu'ils veulent. Il faut savoir qu'ils sont très peu scrupuleux et qu'ils sont horriblement orgueilleux, prétentieux et qu'ils ont envie de pouvoir et de richesse et qu'ils sont prêts à tout pour les obtenir et surtout pas perdre leur place au pouvoir auprès de ce roi-là, quoi qu'il arrive. L'histoire donc va démarrer avec l'arrivée d'un roi d'un autre royaume. Donc le roi va demander à paraître le plus beau et le plus magnifique qui soit. Il va faire une commande d'un vêtement prestement à la haute couturière. Elle a très peu de temps pour le faire, c'est un vêtement très compliqué. Et hélas, notre haute couturière est quelque peu malade. Elle va quand même accomplir son ouvrage, mais hélas va en mourir et ils vont retrouver donc son corps auprès de l'ouvrage pour le roi avec le dernier bouton d'améthyste au creux de sa main. Le roi va se sentir un petit peu coupable, mais ses 2 amis vont lui dire que c'était à elle de signaler qu'elle était malade, etc. En gros, ils vont un petit peu flatter son ego pour lui dire ce n'est pas de ta faute, c'est de la sienne, et point, c'est tout. L'enterrement va avoir lieu, donc il faut savoir que la grande couturière, c'était la mère de Daisy et la femme de Monsieur Doisel. Elle va mourir et bien sûr ça va changer le comportement au sein de sa famille. La famille de Doisel est très amie avec la famille Bémiche, donc l'autre famille qu'on va suivre, mais suite à cet événement-là, ils vont s'enfermer un petit peu sur eux-mêmes et vont commencer à douter des intentions de leur roi qui est soi-disant le plus bon et le plus aimé de tous. Le roi va commencer à, bien qu'il sente un peu de culpabilité, il va vivre l'enterrement, faire des éloges, et puis il va passer à autre chose. C'est un roi, il a bien d'autres choses à penser que la mort de sa couturière. Le temps va passer, sauf qu'à chaque fois qu'il part à la chasse, il découvre la maison des Doiselles tirée de teinture noire et plus personne qui l'acclame au sein de leur jardin à chaque fois qu'il passe, et il s'en sent quelque peu frustré puisqu'il est obligé de passer devant leur maison et ça ranime sa culpabilité à chaque fois et il n'aime pas ce sentiment-là. Il va donc demander à son conseiller de dégager quelque part la famille Doisel dans un coin de la ville sur lequel il ne passe pas et d'y mettre une autre famille à la place. Ce qui va se passer, ce qui vont faire que les 2 enfants qui avaient l'habitude de grandir ensemble vont être séparés aussi, donc le jeune Berthe Bémiche et la jeune Daisy Doisel, et qui vont accompagner petit à petit les événements qui vont s'en suivre. Les choses vont bien se passer jusqu'au jour où les enfants qui ont l'habitude de jouer dans la cour du roi, la plus belle cour qui soit avec les plus beaux animaux, vont un petit peu se disputer, se chamailler, et la jeune Daisy Doisel va dire au reste du groupe qu'elle n'a pas envie de voir le roi, qu'il trouve que c'est un roi cruel, perfide et orgueilleux et égoïste, et qu'elle n'a aucunement envie de le voir. Pour elle, il ne mérite pas le titre qu'il a actuellement. Le jeune Berthe va prendre la défense du roi et son père va arriver et séparer les 2 enfants. Manque de bol, les 2 lords qui sont quelque peu déçus d'avoir des enfants dans la cour qui gênent leur sieste et leur petite pause après le déjeuner, vont profiter de cet événement-là pour rappeler au roi que
un enfant a critiqué sa façon d'être, vont faire appel au capitaine Bémiche qui les a séparés, et le capitaine Bémiche va être obligé de dire qu'effectivement la jeune Desidoiselle lui a dit qu'il était égoïste, prétentieux et cruel. Quelques temps plus tard se passe, le roi n'apprécie pas cette façon de penser, il se dit que c'est pas juste, qu'il est le meilleur et qu'il doit rester le meilleur quoi qu'il arrive. Et lorsque le moment des requêtes va arriver, il va essayer d'être le plus humble possible et d'arranger tout le monde pour continuer à être aimé et adulé par tous. Jusqu'au moment où un jeune marécageux va arriver et va dire au roi que l'Ikabog a dévoré son chien et qu'il souhaite que le roi fasse justice. À ce moment-là, le roi va partir donc en mission contre l'Ikabog dans les marécages, et là va se déclencher un autre événement. Je vous en dis pas plus parce que là je vous ai quand même raconté pas mal le démarrage de l'histoire et comment la prise de pouvoir de deux personnes se fait par fourberie et autres quand un roi est simplement stupide et refuse de voir la vérité, tout ça pour sa propre vanité, son propre orgueil. L'histoire est bien ficelée, hein. Vous conduisez peu à peu, vous voyez comment un royaume peut vite chuter si la personne qui est en son pouvoir n'a pas les épaules pour le gouverner comme il faut, et surtout la lucidité et la sagesse qu'il doit avoir pour analyser les événements qu'il se passe et faire en sorte que les choses se passent bien, mettre son ego de côté pour montrer qu'il est quelqu'un d'investi à 100% dans son pays, et c'est ça un peu l'histoire. L'histoire m'a fait sourire au début. Ça change au fur et à mesure, mais l'histoire m'a fait sourire au début parce qu'elle me rappelait beaucoup le conte du tailleur et de l'empereur. Un jeune tailleur qui avait envie de faire fortune connaissait un empereur très orgueilleux, très prétentieux, et il lui proposa ses services pour peu d'argent, enfin pour beaucoup d'argent, de lui faire les vêtements les plus magnifiques qui soient. Étant un petit peu feignant, il eut l'idée de créer des vêtements invisibles. Au moment où le roi se présente, il l'habille soi-disant de ces vêtements invisibles, le complimente de mille et un mots et lui dit qu'il est le plus à la pointe en termes de beauté, des vêtements et autres. Et l'empereur le croit et il se présente à la cour comme ça, et personne n'osant lui dire la vérité l'acclame, lui font des compliments et autres, et il le croit. Et il continue donc d'entretenir ce jeune couturier pensant qu'il lui fait des vêtements hors normes, jusqu'au jour où il pense que il est quand même en train de se balader tout nu, mais personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Il pense qu'il faut l'acclamer, surtout pour pas risquer d'être puni ou autre. Jusqu'au jour où il décide qu'il doit montrer ses magnifiques vêtements à son peuple, et tout le peuple, un peu choqué, mais ne dit rien, le félicite, etc. Jusqu'à ce qu'un enfant le montre du doigt en rigolant et en se moquant de lui parce qu'il est tout nu, et là qu'il réalise à quel point effectivement il a été stupide et vaniteux de croire que le jeune tailleur lui faisait des vêtements hors normes alors qu'il lui faisait que du vent. L'histoire me fait penser un petit peu à ça, surtout pour le roi Fred, comme quoi quand ces personnes-là sont facilement manipulables et qu'ils ont une personne manipulatrice, fourbe et autres à leur côté, on peut amener un royaume extrêmement prospère à sa totale perte. L'histoire est très bien, ça reste un conte avec une morale à la fin, etc. Donc tout est assez positif dans l'ensemble. Mais voilà, si vous avez un petit peu de temps à faire et que vous souhaitiez découvrir un nouveau roman écrit par J.K. Rowling, on est très loin d'Harry Potter, hein, etc. Mais l'histoire est bien ficelée. Je vous conseille l'Ikabog qui est très très cool. Donc désolé, j'en ai pas mal parlé, mais voilà, c'est un roman, enfin c'est un conte pour moi, plus un conte qu'un roman, qui a une histoire très précise, etc. et des événements qui arrivent au fur et à mesure qui sont assez importants. Si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur Desidoiselle, Berthe, Bémiche, le roi Fred sans effroi, Chevrenet et Flapoun, et ben n'hésitez pas à vous plonger dans l'univers de l'Ikabog de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous devriez apprécier ce petit moment hors du temps. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres présentations, d'autres choses. Je vous fais en tout cas plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On est bientôt 100 grâce à vous et je vous en remercie. Moi je vous souhaite de très bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.